Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est jeudi, jeudi le jour des enfants, c'est donc le jour rêvé pour inaugurer un salon de l'enfance, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'ont pensé les organisateurs du salon de l'enfance qui ouvre ses portes aujourd'hui à Paris. Nous leur donnerons une petite partie de ce télémidi du jeudi, la partie magazine. Ce sera la partie de ce journal consacré aux enfants. Auparavant, nous aurons suivi l'essentiel de l'actualité de ce jour et de ces dernières 24 heures, et nous aurons commencé par suivre le président de la République au champ. Le suivre au champ, pas à la façon traditionnelle et la façon du conte que vous connaissez sans doute, puisque nous parlons des enfants, continuons. Non, mais au champ meurtri par le béton de l'autoroute, car c'est pour cela que le président de la République est parti tôt ce matin, en train d'abord, et puis en voiture, pour inaugurer le dernier tronçon de l'autoroute Lille-Marseille, et pour prendre lui-même le volant, paraît-il. Vous savez que M. Pompidou est un conducteur qui aime bien la vitesse, il possède personnellement une Porsche. Il disait au dernier salon de l'auto qu'il n'avait pas souvent l'occasion de conduire lui-même. Eh bien, cette inauguration a dû la lui donner l'occasion. C'est la question que je pose tout d'abord à Guy Claes. A-t-il conduit, M. Pompidou, Guy Claes? Eh bien oui, Jean Lanzy, il a conduit. Malheureusement pour lui, il a conduit un peu dans le brouillard, car si à l'arrivée en gare de Blaise-Iba, qui est la gare la plus proche de Pouilly-en-Auxois, si à l'arrivée à cette gare, eh bien, il faisait beau, malheureusement, sur l'autoroute, il y avait pas mal de brouillard. Néanmoins, M. Georges Pompidou a pris le volant d'une R16 TS à hauteur du viaduc de Pont-d'Ouche, qui est le plus bel ouvrage d'art de cette partie de l'autoroute, et il a conduit donc cette TS en tête du cortège, comme s'il était vraiment seul sur l'autoroute, pendant une dizaine de kilomètres. Je vous disais donc qu'à l'arrivée à Blaise-Iba, il faisait très beau, c'est une toute petite gare, très gare de campagne, c'était tout à fait charmant. Il y avait là, alors je crois tout le village, ce qui devait faire à peu près 150 personnes, qui ont applaudi le président de la République, qui a tout de suite serré des mains, pris un mini bain de foule, car ça n'a pas été très long, et puis le cortège a pris la direction de l'autoroute, du péage de Pouilly-en-Auxois. La brève rencontre avec le maire de Pouilly-en-Auxois, qui dans un discours a parlé de l'autoroute, mais aussi des soucis des éleveurs de bétail, comme quoi on ne peut jamais parler simplement d'une partie de l'économie sans parler aussi de tout ce qui touche, de tout ce qui entoure l'autoroute. Et M. Pompidou lui a répondu qu'effectivement l'autoroute devait être quelque chose qui amène la prospérité dans une région. Après donc cet arrêt à Pouilly-en-Auxois, le président Pompidou s'est dirigé vers l'autoroute lui-même. Je m'excuse une seconde. Oui. Le film est... Bon, merci. Eh bien, il s'est donc dirigé vers le viaduc de Pont-d'Ouche où il a pris cette voiture. Et ce sont là des images que je vous propose de voir maintenant. Le président de la République conduisant sa voiture quelque part entre Pouilly-en-Auxois et Savigny-les-Beaunes. Voici le viaduc de Pont-d'Ouche. Vous voyez, la vallée est un peu perdue dans le brouillard, malheureusement. Mais enfin, on voyait tout de même très bien le pont. M. Georges Pompidou, qui est accompagné du préfet de la région, M. Moatti, et de plusieurs ministres, M. Marcelin, M. Chalandon, ministre de l'Équipement. Voilà, il monte dans la R16 TS. Et c'est parti. Ici, il a fallu éventrer une colline pour faire passer l'autoroute. Vous voyez, c'était vraiment la partie la plus difficile de l'autoroute. Après un viaduc, une tranchée. Le président Pompidou conduit le coude à la portière. Très calme, tranquille, il admire le paysage autant qu'il le peut en fonction du brouillard. On a l'impression qu'il y a quand même un petit peu de soleil là, Guy Claes. Il y a du soleil qui perce par endroits, oui. Mais si vous voulez, on voit sur l'autoroute tout de même, la visibilité est bien de 80 à 100 mètres. Malheureusement, on ne voit pas très bien la campagne autour. Le tracé de l'autoroute est agréable par lui-même? Il est assez sinueux dans cette région parce que, bien sûr, il a fallu traverser une région très montagneuse. Donc l'autoroute se balade entre des collines, mais c'est joli. Et je crois que ce n'est pas une portion d'autoroute sur laquelle on pourra faire du 200 à l'heure, mais quand on pense à ce qu'était la Nationale 6, oh là là, oui, entre Saulieu et Mâcon, c'est quand même un progrès, je crois, tout à fait considérable. Dites-moi, il n'y a pas d'inauguration sans discours. Je pense qu'il y a eu un discours du président ce matin. Ensuite, bien sûr, il y a eu un discours après cette promenade en voiture. Donc, on est arrivé à Savigny-les-Beaunes, au-dessus de Beaune, et c'est là, je pense que nous allons voir les images maintenant, c'est là que le président Pompidou a d'abord essayé d'admirer le paysage du Beaujolais, puis prononcé un discours. C'est pour moi, je l'avoue, une certaine satisfaction, ayant été à l'origine de cette décision qui a amené le gouvernement à prendre position. C'est pour moi une satisfaction particulière que d'en pouvoir aujourd'hui l'inaugurer et constater que la tâche entreprise a été terminée. Comme le rappelait M. Colaveri, pendant longtemps la France s'est bercée de l'idée qu'elle avait un magnifique réseau routier, ce qui est vrai, et que par conséquent elle n'avait pas besoin d'autoroute.
Et c'est ainsi qu'en 1958, nous avions encore moins de 100 km d'autoroutes en service. Mais par la suite, la décision de 1962 marquait un changement peut-être plus important encore. Car si le développement de la circulation automobile, qui en France avait dépassé toutes les prévisions, rendait manifestement insuffisant en un certain nombre d'endroits notre réseau routier, c'était en particulier le cas pour le dégagement des grandes villes, c'était le cas dans les zones de densité particulière, nous avions tendance, nos administrations avaient tendance à considérer en quelque sorte que l'autoroute n'était rien d'autre qu'une route améliorée, permettant une circulation plus rapide, plus régulière, plus dense, et que par conséquent, le réseau autoroutier devait se concevoir en fonction des besoins existants de la circulation. On n'a pas bien vu les traits du président de la République, il y avait une sorte de contre-jour sur nos images. Si on avait pu les déceler, les traits du président, je crois qu'on l'aurait vu détendu et décontracté. Et d'autant plus qu'il a eu ce matin les résultats d'un sondage qui montre que sa popularité est en hausse. Ce sondage a été réalisé par l'Institut français d'opinion publique pour notre confrère France Soir, qui en donne la primeur dans son édition d'aujourd'hui, sa première édition. La popularité donc de M. Pompidou est à son point le plus haut. 66% des personnes interrogées sont satisfaites, très satisfaites et plutôt satisfaites, contre 61% il y a 3 mois et 51% il y a 2 mois, mécontent 20%, sans avis 14%. François note que cette montée d'indice de popularité de M. Pompidou se situe après le voyage du président en URSS. Demain, le président de la République sera à Lyon au terme de 2 journées de visite en Côte d'Or, dans les départements de Saône-et-Loire et du Rhône. Et il doit prononcer à 10h30, place de l'Hôtel de Ville à Lyon, un discours que l'on dit devoir être important. Ce sera un discours consacré principalement au thème de la régionalisation en France. Et les caméras de la première chaîne seront là. Vous retransmettront cet événement en direct demain matin à partir de 10h25. Nous parlions d'autoroute, peut-être faut-il placer là une parenthèse automobile. Le salon de Turin vient d'ouvrir ses portes. Turin, c'est le salon, c'est la patrie des carrossiers. Ils ont de plus en plus de difficultés à vivre, les carrossiers, mais ils continuent tout de même à créer sur des mécaniques existantes. C'est ainsi le cas de l'indépendant Giugiaro, qui a réalisé ce coupé que vous voyez là sur une mécanique de Porsche 916. Ce sont aussi d'autres exemples. Il y a des voitures de rêve à Turin. Vous les découvrirez au cours d'un sujet que vous présentera Information Première au cours du week-end. Il y a pour les automobiles que vous connaissez tous et toutes quelques retouches sur les Fiat, un moteur de 124 nouveau, et puis une nouveauté complète qui est l'Ascona de la General Motors. Ascona, c'est un petit village du Lac-Majeur et c'est aussi maintenant cette nouvelle voiture. Après le coupé mental à berline pour 5 personnes, 4 portes et 4 vitesses, les freins ils sont à disque à l'avant, à tambour à l'arrière, les 8 chevaux fiscaux de l'Ascona arrivent aux 100 km/h après 14 secondes et demie. Vitesse maximum 155 km/h. La sortie en France est prévue le 1er décembre. Le prix entre 12 et 13 000 francs. C'est Jacques Segui qui vous présentait cette nouvelle voiture. En France, ce jeudi marque le sommet de la grève des PTT, largement suivi selon les indications que l'on a. Je vais vous donner ce qu'en dit le ministère après la grève observée cette nuit et ce matin dans les différents secteurs. Tri et acheminement, la grève a été assez fortement suivie cette nuit dans les bureaux de Paris et il semble qu'il y ait une diminution ce matin. Services de distribution, Paris, 61% de grévistes, province, 32%. Services postaux et financiers, les chèques postaux sont encore peu touchés, les bureaux de poste le sont beaucoup plus. Exploitation téléphonique, moyenne nationale, 30%. Vous voyez, c'est assez divers. À l'Assemblée, c'est aussi le jour du budget des postes et télécommunications. Il y a une intervention du ministre Gallet qui est prévue cet après-midi et je crois que M. Gallet viendra à Télésoir vous donner les principaux points de son budget pour l'année 71 en direct. Disons pour notre part qu'il y a notamment l'augmentation du prix du courrier rapide. Quand vous payez 40 centimes aujourd'hui pour une lettre rapide, vous paierez 50 centimes à partir du 1er janvier. Il y a des efforts accomplis par le ministère sur les télécommunications, le téléphone, et il y a aussi peut-être une taxe de participation aux frais de fonctionnement et de gestion de certains comptes des chèques postaux, car les chèques postaux, c'est le problème permanent du déficit de ce secteur dans les postes et télécommunications. D'ailleurs, il faut remarquer que le rapporteur, M. Ribes,
proposera cet après-midi de dissocier les chèques postaux de l'ensemble de l'administration des PTT. Pourquoi? M. Ribes estime que ce service, chèques postaux, en déficit chronique, peut équilibrer son budget s'il est autonome. Mais c'est une thèse qui nous promet un débat vraisemblablement animé. Autre secteur social, une grève qui se termine, les houillères du bassin lorrain, Merlebach. La reprise du travail est totale ce matin dans tous les puits des houillères du bassin de Lorraine. Après 12 jours de grève, après une vingtaine d'heures de négociations, la CFDT estime que les résultats obtenus sont maigres. Force ouvrière et la CGT, en revanche, sont moins dures, mais qualifient encore d'insuffisantes les concessions qui ont été faites par la direction. Quoi qu'il en soit, ce matin, présence générale dans les HBL de Merlebach. Ce qui a été au centre de ce conflit, c'est la question de la répartition du travail par période de 8 heures, ce que les mineurs appellent les postes. Témoignage, maintenant que le conflit s'apaise, témoignage d'un jeune gréviste de 20 ans rencontré par Dominique Laury de la difficulté d'être mineur aujourd'hui. On est une famille de 4 enfants, avec le père qui travaille à la mine aussi. Mon père travaille sur les anciens postes, et moi je travaille sur les 4 nouveaux postes. Alors, pratiquement plus, c'est plus possible de se voir. Et puis ma mère, elle fait de la cuisine tout le temps, alors je prends le cas chez nous. Alors ma mère, elle rentre dans la cuisine le matin à 4 heures pour préparer le petit déjeuner à mon père qui va au poste du matin. Après, il y a mes frères et sœurs qui vont en classe. Alors elle est obligée de préparer le petit déjeuner à 7 heures, 6h30, 7 heures. Après, pour le repas de midi, alors moi je suis obligé de partir de chez moi vers 11h, 11h30, midi moins le quart. Alors il faut que je mange avant. Je suis obligé de préparer un repas pour mes frères qui reviennent de classe à midi. Alors ça fait un autre repas. Et puis mon père qui rentre du boulot, il rentre du travail, il rentre à 15h à peu près. Il y a un autre repas qui se prépare. Et votre mère, comment réagit-elle devant cette situation? Oh, bah, ma mère, elle est affolée toute la semaine, elle fait rien, elle fait que faire à manger et puis de laver la vaisselle. Alors. Puis en plus de ça, la vie familiale est pratiquement coupée. Toute la semaine, il y a des semaines, je ne vois pas mon père, je vois que le dimanche. Pratiquement. Alors après, pour les sorties, pour les loisirs, et puis pour la culture, pour l'éducation des gars, ben, la télé, je peux la voir qu'une semaine sur 3. Si je veux aller à une conférence, une réunion, je peux les voir qu'une semaine sur 3. Pour voir les copains, il suffit que les copains n'aient pas le même poste. Alors là, on ne se voit plus du tout. S'il y a des copains ou bien des copines qui bossent qu'à 6 heures, voilà, c'est pareil, une semaine sur 3, on peut les voir. Est-ce qu'il y a des jeunes ici qui s'orientent vers d'autres métiers? Bah oui, tous les jeunes qui peuvent partir, ils partent. Il y a très peu de jeunes qui viennent à la mine, hein. Surtout comme mineurs. Encore, s'ils ont un métier dans les ateliers d'entretien du jour, ça va encore. Et encore là, ils ont des salaires tellement bas que les gars, ils sont... Vous avez l'intention de rester mineur? Bah, moi non, moi pour l'instant, moi je crois pas. Les gars, la plupart des gars, des jeunes, ils restent jusqu'au service, la plupart, parce qu'ils sortent des écoles d'apprentissage à 18-19 ans, hein, 17-18-19 ans, et là ils quittent. Ben, moi je compte même quitter avant, ça me dit rien de rester là. Une brève incursion dans le Midi maintenant. Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, M. Bernard Ponce a survolé ce matin dans le Var les régions qui ont été sinistrées lors des incendies de forêt de cet été. Des images. Elles arrivent, je crois. Un petit instant de patience, et voilà. Et c'est un spectacle de désolation qu'a pu voir le secrétaire d'État. Souvenez-vous, en 3 jours, les 1er, 2 et 3 octobre, le Var et les Alpes-Maritimes ont connu des incendies très meurtriers. 11 morts, dont une mère de famille et ses 4 enfants, 3 sapeurs-pompiers et une trentaine de blessés. Des régions dévastées, des dizaines de maisons brûlées ou endommagées, aux environs notamment de la gare de Fresnay, Toulon, Lemuy, Tanneron et Mandelieu. 10 000 hectares incendiés qui s'ajoutaient aux 12 000 hectares ravagés durant le mois de juillet. L'autoroute Estérel-Côte d'Azur coupée à maintes reprises. Au total, 7 à 8 millions de dégâts pour le Var. 120 000 hectares détruits en 10 ans. Pour éviter de tels sinistres, le gouvernement a préparé un plan d'action contre les incendies. Ce plan prévoit notamment la création de 23 lacs et l'urbanisation des zones forestières. Hier, M. Ponce a examiné le projet d'aménagement de la vallée de l'Andre, dans la région du Muy. Ce projet prévoit l'équipement de 3 plans d'eau et des terrains de camping. Ce n'est là, bien sûr, qu'une première étape. Au large de l'île de White, il fait beau aujourd'hui et cela veut dire que les opérations de renflouement du tanker libérien Pacific Glory ont pu commencer ce matin.
On espère neutraliser les 70 000 tonnes de pétrole que recèle le pétrolier. Sur cette carte, vous voyez les dégâts causés autrefois par le Torrey Canyon, ce grisé qui est venu jusqu'aux côtes de France. Et nous avons porté, peut-être un petit peu en dehors de l'échelle, en exagérant un peu, les dégâts causés ces dernières 48 heures par des dépôts de pétrole sur la côte du Sussex sur 8 km de long. On ne sait toujours pas si ces dépôts de pétrole sur la côte du Sussex viennent du Pacific Glory. En tous les cas, on essaie en ce moment de renflouer le pétrolier. De l'étranger, en bref, nous avons reçu quelques-unes des nouvelles, quelques-uns des télégrammes qui nous sont parvenus depuis hier soir. Encore 2 journalistes tués au Cambodge, 2 journalistes dont les corps ont été retrouvés criblés de balles à 40 km au sud-ouest de Phnom Penh, la capitale. Il s'agit de Frank Frosch, américain, et de Kyoshi Suwada, japonais, tous 2 employés à l'agence de presse United Press. Ce sont les 6 et 7e victimes du Viet Cong ou des Cambodgiens opposés au régime de Lon Nol dans ce conflit. 17 correspondants sont toujours portés manquants. Chaque jour qui passe aggrave l'inquiétude à leur propos. Proche-Orient, le président El-Sadat vient de rendre visite aux troupes égyptiennes sur le front du canal de Suez. Le président égyptien, s'adressant à ses soldats, leur a dit « Nous ne permettrons pas que le cessez-le-feu temporaire devienne permanent ». On est à 1 semaine de la limite du cessez-le-feu temporaire et aux Nations Unies, le ministre israélien Abba Eban, une nouvelle fois, vient d'accuser la République arabe unie d'avoir violé le cessez-le-feu en déplaçant massivement des batteries de fusées vers le canal. Notons que 16 pays non alignés viennent de demander aux Nations Unies la reprise inconditionnelle des négociations Yaring entre les Israéliens et les Arabes, et pour cela viennent de demander aussi la restauration de la situation sur le canal de Suez, situation telle qu'elle était au début du mois d'août, et cela, je pense, va dans le sens de ce que demande en général le gouvernement israélien. Nous allons passer maintenant au sport avec Michel Drucker. Nous avons du rugby au programme et du football. Lequel des deux pour commencer, Michel? Par le rugby. Le jeu à 13. Par le jeu à 13, Ouais, le rugby à 13. Et c'est une défaite de l'équipe de France, mais assez honorable, je crois. Assez honorable, oui. D'ailleurs, la semaine dernière à Télésoir, nous en parlions. L'équipe de France avait des chances dans cette Coupe du Monde. Elle a été battue d'1 point par la Nouvelle-Zélande, 16-15. Elle est battue 6-0 hier par la Grande-Bretagne, mais par 3 coups de pied de pénalité. C'est honorable. Les Français ont empêché les Anglais de marquer des essais. C'est tout de même une bonne performance de tenir 80 minutes et défendre sa ligne de but centimètre par centimètre, surtout sur un terrain très glissant. Vous allez voir des images. Il avait beaucoup plu dans ce nord de l'Angleterre. La balle était glissante, difficile à saisir. Et les Français ont essayé de bien jouer. La défense a tenu, je vous l'ai dit. Les attaquants ont peut-être été moins bons. C'est là d'ailleurs le défaut de cette équipe de France. Oh là là, c'était boueux comme terrain. C'était boueux. Terrain glissant et 3e minute, l'arbitre anglais, M. Lindop, les Anglais jouent en maillot blanc, M. Lindop accorde une pénalité à l'Angleterre pour un hors-jeu de Guiraud sur cette introduction. Et Dutton, des 22 mètres en coin, transforme facilement 2-0. On joue depuis 3 minutes, je vous le rappelle. Les Français vont alors subir les assauts répétés des attaquants anglais qui jouent bien, qui pratiquent un rugby plus construit. Ils sont très entreprenants, ces attaquants anglais. L'équipe d'Angleterre est sans doute la meilleure de ce tournoi. Mais la défense française fait front avec un grand courage et sans Clar, Sabatier, Cap-12, Denadaï et autres Guiraud qui firent un match héroïque. On peut se demander si les Anglais n'auraient pas gagné beaucoup plus largement et n'auraient pas marqué de nombreux essais. Vous voyez, la défense monte bien. Et elle, je vous le répète, elle a défendu sa ligne pendant 80 minutes. 37e minute, une faute au talonnage. 3 minutes avant la fin de cette première mi-temps, c'est une nouvelle pénalité pour l'Angleterre que Dutton, encore lui, du même endroit que la précédente, transforme. 4-0, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, les sélectionneurs français changent 2 joueurs, Pellerin et Bonnet, qui remplaceront Bonal et Crémont, ce qui n'empêcha pas les Anglais de marquer 2 nouveaux points dans les dernières minutes. Nous allons voir dans un instant cette pénalité, car c'est une nouvelle pénalité à la suite d'un hors-jeu de Jean-Pierre Clar. Voilà, sur cette action, l'arbitre a sifflé. Et Dutton, décidément très sûr, très précis, ajoute 2 nouveaux points. 6-0, ce sera le score final. Vous pourrez d'ailleurs revoir ces 2 derniers points, cette dernière pénalité ce soir vers 22h35 sur la seconde chaîne couleur, puisque Claude Médieux vous commentera en différé l'intégralité de cette 2e mi-temps. Ça ne va pas fort pour l'équipe de France. Et non. Le classement en vue. Oui, hein. j'ai le classement d'ailleurs sous les yeux. Après ce match, c'est la Grande-Bretagne toujours en tête avec 4 points, qui joue devant son public. Nous l'avions dit aussi, Jean, la semaine dernière. Les Anglais vont sans doute remporter cette Coupe du Monde. 2e, Australie, Nouvelle-Zélande, 2 points. 4e, France, qui n'a pas encore marqué un seul point. Il reste à jouer 2 matchs avant la finale. Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande, samedi à Swinton. France-Australie, dimanche prochain. Oh là là. C'est difficile, oui, ça, le programme est chargé pour les Français. Et la finale opposera les 2 premiers du classement. Elle aura lieu le 8 novembre. Bon, on passe au football. Nous passons au football. Le 13e épisode du championnat de France a commencé hier. Il y avait 2 matchs très intéressants, Saint-Étienne-Strasbourg et Nantes-Reims. Nantes a gagné
3-0 devant Reims. Saint-Étienne a gagné aussi 2-1, ce qui permet maintenant aux joueurs de Saint-Étienne d'augmenter leur avance au classement. Ils sont premiers avec 20 points devant Marseille, 17 points, mais on peut considérer que ce classement est provisoire puisque les joueurs de l'Olympique de Marseille n'ont pas joué hier, ils jouent dimanche contre Metz. Voici des images de ce match Saint-Étienne-Strasbourg. C'est nos camarades de Grenoble, qui nous envoient les phases essentielles de ce match et c'est Paul Laporte qui les commente. Une température très fraîche et Strasbourg en maillot blanc, l'adversaire des champions de France. Ici, Osim en action, le maître à jouer de l'équipe alsacienne. Son tir n'inquiétera pas Georges Carnus. En quelques instants, contre-attaque par les Stéphanois. Nous en sommes à la 25e minute. Et sur cette balle de l'arqué, Samarsic ensuite va donner sur Keita, qui seul, et profitant d'une hésitation de la défense alsacienne, shoot 1-0. Et maintenant, le point du pénalty discuté par l'équipe de Strasbourg. Pour nous, il y a faute. Regardez. Un contre-pied magistral de Keita, 2-0. 6 minutes plus tard, réaction des Strasbourgeois, avec toujours à la base des actions Osim, qui là va transmettre à Lemay au centre. Regardez bien. Et tir qui laisse impuissant Carnus, 2-1 à la mi-temps. Réaction des Alsaciens qui vont dominer toute la deuxième mi-temps sous l'impulsion de Osim. Carnus a fort à faire. Et suivez bien les deux actions qui vont venir. Elles vous permettront de vous faire une idée d'un arbitrage très contesté hier soir. Coup franc contre Osim. Et regardez bien. Les Alsaciens vont demander le pénalty. L'arbitre le refuse. Immédiatement après, encore une action très dangereuse. Hors jeu de position a décidé l'arbitre. C'est vraiment interpréter le règlement à la lettre. Les Strasbourgeois ont quitté Saint-Étienne avec le sentiment d'être lésés. Sur ce que nous venons de voir, on peut les comprendre. Voilà, ce qu'il faut peut-être ajouter, Jean, c'est que Keita, qui est le stratège de l'équipe de Saint-Étienne, peut-être le meilleur joueur de cette formation, a quitté le terrain. Je pense que Paul Laporte a oublié de nous le dire. Il a quitté le terrain à la suite d'un accident musculaire en deuxième mi-temps, ce qui explique cette domination des Strasbourgeois. En tout cas, c'est un élément important, car Keita risque d'être indisponible pour plusieurs matchs. Ah là là, l'excellent Keita, le meilleur joueur de Saint-Étienne, pratiquement. Un des meilleurs joueurs d'Europe, d'ailleurs. Oui. Bien, merci Michel Drucker. Enfin bien, c'est tout à fait une façon de parler, assez malheureuse en l'occurrence, l'accident musculaire. Nous allons maintenant essayer de faire une petite cure de rajeunissement. Ce salon de l'enfance dont nous parlions au tout début, nos agents, nos représentants, ceux qui font la cure pour vous là-bas, c'est Jacqueline Alexandre et François-Henri de Virieux. Voyons ce qu'ils ont vu à l'inauguration. Oui, nous ne sommes pas deux, d'ailleurs nous sommes trois, puisque j'ai amené ici Martine qui visitait ce matin ce salon avec nous. Martine, qu'est-ce que tu as là pour toi? Tu sais pas, hein? Je t'ai dit que c'était des skis. Tu sais à quoi ça sert des skis? Oui. Tu aimerais en faire? Tu sais pas. Bon, Jacqueline Alexandre, je crois qu'il faut dire que nous ne sommes pas ici dans une station de ski. Vous allez nous expliquer un peu où nous sommes. Eh bien, nous sommes tout simplement au 23e salon de l'enfance qui a ouvert ses portes ce matin à 10h. À tous les petits-enfants, nous attendions à trouver très peu de monde. Eh bien, figurez-vous, bien que ce salon est ouvert à un endroit tout à fait différent de là où il va d'habitude, c'est-à-dire au lieu d'être à la porte de Versailles et cette année au CNIT, eh bien nous avons absolument un nombre incalculable d'enfants. Il faut préciser pour les non-parisiens que le CNIT, oui, c'est ce palais des expositions qui se trouve dans ce nouveau quartier de Paris qui s'appelle le quartier de la Défense. Absolument, et comme les moyens de locomotion sont assez pratiques maintenant, je crois que nous aurons cette année encore de nombreux visiteurs. Écoutez, tout de suite on va peut-être commencer cette visite. Bien, d'accord, moi je suis tout à fait d'accord car j'ai repéré un petit karting à côté qui me convient parfaitement. Bon, pendant que Jacqueline va faire du kart, Martine, tu viens avec moi, on va visiter ensemble. Hein? Est-ce que tu as déjà fait du karting? Hein, c'est-à-dire, tu sais, les petites voitures que tu vois là-bas, regarde, tu vois Jacqueline qui va sur les petites voitures, hein? Non? Voilà, eh bien, voilà, pendant que Jacqueline va vers son kart, voilà, tu vois, nous allons essayer, nous, d'aller vers un autre stand. Voilà, nous allons aller vers du patinage. Tu as déjà fait du patinage? Voilà, nous allons arriver au stand de patinage maintenant. Patinage sur glace. Non? Moins que... Voilà, tu vois, il patine. Et ça, c'est une piste
C'est une piste qui n'est pas de la glace, tu vois, c'est de la matière plastique. C'est même, on dit les fabricants, du copolymère d'éthylène, tu vois. C'est une piste qui coûte pas cher du tout et que les petits villages peuvent installer plus facilement que de la glace, parce que la glace, ça coûte très cher. Ça dure, paraît-il, 4 ou 5 ans et ça se lave avec une serpillière. Et on peut aussi jouer à ce jeu bizarre que tu vois. Tu sais ce que c'est, Martine, ce jeu? Tu vois, ça ressemble un peu aux boules. Non, c'est du curling. On lance des gros pavés de granit sur de la glace. Et maintenant, on va encore voir où est Jacqueline Alexandre. On va essayer de la retrouver. Je crois qu'elle est partie faire du toboggan. Tu veux qu'on aille la retrouver, Martine? Oui. Hein? Oui. Viens, on va la retrouver. Allez, derrière. Et on n'a pas besoin de guide, là. Voilà, est-ce qu'elle est arrivée? Voilà. Allez, allez. Ah oui, je la vois. Tu vois, tu la vois là-haut en haut de son toboggan? Tu la vois? Regarde. Regarde, elle est en haut là. Elle va descendre avec les enfants. Regarde comme c'est amusant. Regarde. Eh bien, vous allez voir dans quelques instants le stand de l'ORTF qui est là-haut et que j'aimerais que notre caméraman vous montre. Il y a cette année Batimat 1807. Ça n'a jamais voulu dire que notre stand était à 1807 mètres, mais que notre station de France Inter est à 1807 mètres. Et comme vous le voyez, c'est pas le seul jeu qu'il y a ici, puisqu'il y a entre autres ce petit toboggan tout à fait moderne, puisqu'on roule sur des espèces un système assez amusant. On va pas trop vite, Dieu merci pour moi, et je m'aperçois qu'autour de moi, il y a de nombreux petits enfants qui, comme moi, aimeraient l'essayer. Eh bien, je tiens tout de suite à annoncer aux éventuels visiteurs de ce salon qu'il y a des jeux absolument à tous les stands et qu'on s'amuse. Je vous rappelle que le thème de ce salon est, entre autres, la nature et les sports. Voilà, tu vois, on a retrouvé Jacqueline. Ça y est, on a retrouvé notre petite amie. Je suis à genoux. Qu'est-ce qu'il y a comme autre chose à voir dans ce salon? Eh bien, il y a énormément de nouveautés, en particulier dans ce qui concerne les sports. Oui. Qu'est-ce qu'il y a alors, qu'est-ce que vous avez visité comme nouveauté particulièrement? Eh bien, particulièrement cette fameuse patinoire sans glace qui est extraordinaire. Vous l'avez vu à l'instant, y compris un nouveau jeu. Et nous allons maintenant aller dans le stand de monsieur. Oui. Allez vers le stand du magicien. Nous allons aller vers le stand du magicien. Je crois que nous ne pourrons pas montrer grand-chose. J'espère que nous aurons le temps. Et que nous aurons rendez-vous un autre jour aux téléspectateurs. Voilà. Bien, alors voilà, nous allons donc aller dans le stand du magicien. Pendant que Jacqueline Alexandre... Bien Martine, pendant que Jacqueline Alexandre va vers le stand du magicien, nous allons nous regarder du trampolino. Tu vois, c'est un nom un peu barbare, tu ne sais pas ce que c'est. Tu vois, c'est cette espèce de grande... voilà, tu vois, c'est cette espèce de grande plaque que tu vas voir dans un moment. Où nous arrivons là, tu vois, les gens vont sauter dessus. Tu vas voir, est-ce qu'on peut mettre la caméra sur le trampolino, peut-être maintenant? Pendant que Jacqueline Alexandre va chez Kassaji, nous allons essayer. Jacqueline Alexandre va chez le magicien Kassaji. Bon, à vous Jacqueline, à vous Jacqueline. Bien, nous arrivons donc dans le stand de monsieur Kassaji, qui... Oh, excusez-moi les enfants, vous marchez sur mon micro. Qui va, pendant tout le temps du salon, faire un numéro qui s'appelle l'homme invisible. Mais comme ce numéro est absolument réservé à tous les visiteurs de ce salon, heureusement j'ai mon homme de main qui me fait vraiment... Vous avez vraiment l'intention de me faire remplacer François de Closet en me faisant faire du voltige dans l'espace. Bien, alors je veux bien que vous me descendiez, merci. Bien, alors vous allez faire un numéro donc, qui s'appelle l'homme invisible, mais aujourd'hui, pour la télévision et pour nos petits amis qui sont là, vous allez nous montrer autre chose. De quoi s'agit-il? Eh bien, on va essayer de faire notre première émission dans l'espace. On va essayer, allons-y. Silence. Avec plaisir, je vous regarde. Bien, mais jusque-là, madame est extraordinairement souple, mais qu'est-ce qui va se passer? Ah, mais c'est absolument extraordinaire. Je demande à nos petits amis d'applaudir. Ça n'est pas terminé. Ça n'est pas terminé. Attention, attention, attention. Bien, eh bien, oui, qui bien, est merci, merci mes enfants. Si on pouvait faire monter les cours de la bourse de cette façon, les faire tenir, les faire rester très haut comme ça,
je crois qu'il y aurait pas mal d'hommes d'affaires, de financiers, d'économistes en France qui seraient contents. La bourse, c'est le moment, 13h30. Où en est-on aujourd'hui? Oui, il nous manque des magnétiseurs, Jean Lanzy, vous avez tout à fait raison, pour réveiller un peu cette bourse qui est encore calme et réservée aujourd'hui. En tous les cas, le thème place aux jeunes est également celui des milieux d'affaires, puisque vous savez que le gouvernement va prendre un projet de loi qui va proposer une limite d'âge aux dirigeants de sociétés. C'est un projet de loi du reste d'inspiration libérale, car le gouvernement n'impose pas. Ce n'est que si les statuts des sociétés ne prévoient pas une limite d'âge, eh bien la loi pourvoit en quelque sorte à cette lacune des statuts des sociétés. À 65 ans, donc normalement, les PDG, les directeurs généraux devront prendre leur retraite, à moins que les statuts ne soient d'un avis contraire, et les administrateurs auront à prendre leur retraite à 70 ans, sous réserve que dans un conseil d'administration, le tiers des membres d'un conseil, qui généralement réunit 12 membres, eh bien le tiers ne dépasse pas, le tiers des membres ne dépasse, l'âge, du tiers des membres de ce conseil d'administration ne dépasse pas 70 ans. Ce projet de loi sera appliqué à toutes les sociétés, y compris les entreprises nationales, les sociétés publiques. Les cours aujourd'hui sont assez réservés. En effet, il y a des baisses, surtout du côté des grandes valeurs chimiques, comme l'air liquide, le Rhône-Poulenc également, et Péchinet, tandis qu'il y a des points de fermeté dans différents secteurs, par exemple dans la construction électrique, où la Compagnie Générale d'Électricité se détache. De même, du côté des valeurs de pneumatiques, il y a un beau mouvement sur Kléber-Colomb. En ce qui concerne les grands magasins, eh bien, on s'aperçoit maintenant que cette levée de l'encadrement du crédit était vraiment nécessaire, car les statistiques montrent un fléchissement très net des ventes des grands magasins depuis un an. En ce qui concerne les grands magasins proprement dit, la baisse est de 11,5% sur un an, et pour les magasins populaires, de 7%. En ce qui concerne les statistiques globales pour le grand commerce concentré, le taux de baisse est de 8,5%, toujours sur un an. Le gouvernement doit préparer également un autre projet de loi qui devrait démocratiser la propriété des entreprises, diffuser les actions dans le public. En effet, c'est un projet de loi qui permettra aux cadres d'acquérir des actions dans des conditions avantageuses. C'est donc un projet de loi qui s'inscrit dans la ligne des autres ordonnances, par exemple concernant la participation des salariés aux fruits de l'expansion, ou bien également la loi qui a favorisé le développement, qui a favorisé la diffusion d'actions à la Régie Renault. Péchinet, vous voyez, a baissé aujourd'hui en séance, 179 francs 50, mais c'était surtout Rhône-Poulenc qui avait enregistré la baisse la plus nette. Sur le marché de l'or, repli. Cette fois-ci, c'est un reflux, puisque au début de la semaine, il y avait eu un regain d'attention sur le marché de l'or. Le lingot aujourd'hui perd 75 francs à 6 735, tandis que le Napoléon revient à 57 francs 40 contre un cours de 57 francs 70 hier. Je vous avais montré une lettre d'information intéressante concernant les actionnaires. Aujourd'hui, le prix du meilleur rapport a été décerné à la société Penna-Roya pour la qualité de ces informations, de ces graphiques. Je crois que c'est là aussi un bon exemple d'information à l'usage des actionnaires. Je signale qu'il n'y a pas que les sociétés privées qui font de tels efforts. Les entreprises publiques comme l'EDF ou l'aéroport de Paris également réalisent des rapports tout à fait remarquables, et j'invite vraiment les usagers de ces entreprises publiques de demander communication de ces rapports. C'était le studio de la Bourse. À vous, les studios. Eh bien oui, merci Gérard Vidanenche. J'ajouterai dans ces éloges, j'ajouterai même que l'ORTF a édité un rapport d'activité cette année qui est graphiquement remarquable et qui intéressera sans doute tous ceux qui en ont été les destinataires ces derniers jours. Merci de votre attention. Au revoir.